Madame, Monsieur, bonsoir. L'IA, ses avancées au Maroc, ses implications éthiques, le potentiel marocain et les start-up de l'IA à suivre, c'est ce que nous discutons ce soir dans Question d'actu. Le Maroc ambitionne de mettre en place un système dédié à l'intelligence artificielle. En effet, la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Rita Mzour, a affiché les nouvelles ambitions de son ministère. L'objectif est de faire de l'IA, selon bien sûr la tutelle, un levier pour l'innovation et la croissance économique dans le royaume afin, je cite, de générer de nouveaux services, emplois et compétences. Pour Madame Mzour toujours, l'aspect éthique est essentiel, voire indissociable au domaine de l'IA. Mais il y a une réalité mondiale qui transcende et dépasse les frontières du Maroc. Les citoyens, les gouvernements, les sociétés, surtout les régulateurs, donc, sont toujours à la traîne des avancées technologiques. Comment alors rattraper le retard flagrant face aux avancées exponentielles de l'IA ? Après tout, un vice-président de Google vient de quitter son poste en IA pour parler au monde du problème existentiel posé par cette intelligence artificielle. Et nous vivons aussi, force est de constater, à une époque où 1000 chercheurs, entrepreneurs et intellectuels, pour ne citer qu'Elon Musk, ont signé une lettre ouverte qui appelle à une pause dans la recherche sur l'IA et à une réglementation des modèles imprévisibles au-delà du chat GPT-4. Devrions-nous développer des esprits non humains qui pourraient éventuellement être plus nombreux, plus intelligents, obsolètes et nous remplacer ? Quelle définition donner à l'éthique dans l'IA et comment cela est-il réaliste et réalisable ? L'IA prendra-t-elle mon travail ? Comment puis-je me préparer à un lieu de travail axé sur l'intelligence artificielle ? Comment l'IA sera-t-elle utilisée pour améliorer nos vies ? L'IA pourrait-elle utiliser à des fins malveillantes ? Je suis sûre que vous êtes déjà posé au moins une de ces questions. Et cela tombe bien parce que nous avons avec nous 3 experts en IA qui pourront répondre à ces questions d'actualité. Et on ne peut plus d'actualité, c'est un plaisir que de les accueillir sur le plateau de questions d'actu. Je commencerai par le professeur des universités, professeur Salah Beina. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc professeur des universités à l'École d'abord nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes, également à l'université Mohamed V de Rabat. Vous êtes aussi expert en stratégie technologique et en transformation digitale. Marhaba. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous avons également avec nous un autre expert. Il s'agit là d'un expert en data gouvernance et en intelligence artificielle. Essam Alaoui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur le plateau de Questions d'actu. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. C'est une première pour vous, mais ce n'est certainement pas la première fois que nous le recevons sur le plateau de Questions d'actu. Il s'agit du directeur général de Dial Technologies, consultant digital. La liste est longue. Zoher El Khedissi, qu'on ne présente plus. Bonsoir Zoher El Khedissi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions et aux questions des téléspectateurs. Je suis sûre qu'il y en a un paquet. Avant d'attaquer ce sujet de l'éthique dans l'IA, que représente Zoher El Khedissi ? Que représente aujourd'hui l'IA au Maroc ? En sachant que, il y a eu une étude, première d'ailleurs de son genre, de maturité de l'IA au sein des fonctions marketing et communication des entreprises marocaines, où l'on apprend que 93% de l'échantillon sondé déclarent avoir des connaissances de base en IA. Bref, que représente aujourd'hui l'IA dans tout secteur confondu, pas que le marketing et la communication ? Alors, l'IA d'abord existe depuis pas mal d'années. Donc, il ne faut pas résumer l'IA aujourd'hui à ce qu'on appelle le Generative AI, qui est en fait tout ce qui est venu depuis à peu près un an et demi. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'IA qui existent, par exemple, dans les domaines du commerce, du e-commerce notamment. Et il y a de l'IA aujourd'hui qui existe au niveau de la relation client, à travers des chatbots. Il y a de l'IA qui existe aujourd'hui depuis plusieurs années dans les banques à travers tout ce qui est analyse prédictive, notamment détection de fraude et autres types d'applications. Il y a aussi de l'IA aujourd'hui à travers dans des domaines, on va dire, pointus, dans des domaines comme l'agriculture, comme la santé, etc., où on commence à utiliser un certain nombre de solutions, à travers aussi l'innovation d'un certain nombre de startups. Maintenant, ce qui manque aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il y a de l'existence, il y a une existence d'un certain nombre de projets, il y a de l'exploration technologique qui se fait ici et là. Malheureusement, je pense qu'il manque beaucoup de sujets autour de la recherche et de l'innovation technologique autour de l'IA. Il y a eu une tentative à travers l'ADD qui a consisté en fait à mettre en place un fonds pour encourager les projets innovants dans le domaine de l'IA. Ça reste insuffisant. Et c'était une initiative qui reste limitée.
dans le temps, mais aussi en termes d'impact. Donc moi, si je Vous fais... dites c'était parce que c'est dans le passé. Cette initiative, elle date quand même. Oui, ça date d'à peu près 3 ans, je pense. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est à un instant qui est assez critique où d'autres pays africains commencent à avancer de manière très importante. Je peux prendre des exemples comme le Rwanda, le Kenya ou même le Bénin qui a une stratégie nationale dans le domaine. Donc aujourd'hui, ce qui manque, donc il y a de l'expérimentation, ce qui manque, c'est de la recherche et de l'innovation d'un côté, c'est le fait de créer un écosystème avec un certain nombre d'acteurs qui peuvent collaborer entre eux à différents domaines. C'est des écosystèmes autour de la donnée, parce que l'IA, c'est d'abord, et il ne peut être qu'alimenté, enfin, il doit être alimenté par de la donnée, donc il faut créer des écosystèmes autour de la donnée. Et ce qui manque aussi, et je pense que c'est aussi un des éléments importants, c'est aussi de massifier la formation autour du sujet. On a quelques talents. On a l'avantage au Maroc d'avoir des talents qui se sont exportés à l'international. On a des gens au Maroc aujourd'hui qui dirigent l'IA dans les différentes universités. Mais je pense qu'on n'a pas aujourd'hui une massification de la formation autour de l'IA pour pouvoir alimenter justement les besoins des entreprises qui aujourd'hui, certes, ils sont de plus en plus conscientes du phénomène qui est en train de, quelque part, du déferlement d'outils autour de l'IA et qui se posent vraiment la question comment y aller, par quoi commencer, et se pose bien sûr la question est-ce qu'on peut trouver les talents pour pouvoir appuyer une stratégie autour de l'IA dans notre entreprise. Alors, ces entreprises conscientes justement de l'importance d'adopter cette IA Salah Beina, est-ce que entre conscience et passer à l'acte et action, il y a quand même un pas? Est-ce que nous sommes vraiment passés de prendre conscience de l'urgence d'adopter cette technologie et vraiment mettre les fonds nécessaires, l'investissement nécessaire? Si oui, quels sont les arguments, j'ai envie de dire, qui pourraient faire basculer vers l'action, vers l'adoption de l'IA en entreprise, bien sûr marocaine, par les sites TPE et PME? Alors en fait, il faut imaginer un choc culturel où on est passé par la phase du déni, que l'IA n'existe pas, elle ne peut pas nous aider. Et là, on est dans la phase de la conscience. Donc, on sait que ça existe, il y a des use cases, mais le passage à l'acte, je dirais, ce qui devrait être la prochaine étape, la plus importante de cette mission, elle a besoin d'investissement humain, d'investissement pour changer la façon de travailler. Zouhair parlait tout à l'heure de la collaboration avec les startups et avec les universités, et peut-être même de collaborer entre gens du même métier, parce que si on parle d'un chatbot, on ne peut pas, dans chacune des entreprises, développer son propre chatbot qui parle en darija, arabe et français, si vous voulez. Il faut bien mutualiser les efforts. Mais c'est beaucoup plus que juste un investissement isolé, moi, tout seul dans mon coin. C'est changer notre façon de fonctionner, parce que probablement, c'est un écosystème IA qu'il va falloir monter avec les investissements de tout le monde. Et effectivement, tout le monde a un rôle à jouer, start-up, université, chercheurs, mais également apporteurs de fonds, parce que ce qui manque aujourd'hui beaucoup dans l'écosystème national, c'est les fonds. La semaine dernière, quand Apple a décidé d'annoncer qu'elle-même allait développer son propre modèle de LLM, de Large Language Model, elle l'a annoncé au même moment où elle a mentionné le montant qu'elle met sur la table. C'est-à-dire que faire une annonce sans qu'il y ait de budget derrière, sans qu'on comprenne comment cela va être financé, ça peut nous mettre en mode frustration. Donc, il y a un écosystème à construire. Comprendra qui pourra. Et il y a les fonds qu'il faut mettre sur la table. Vous savez, en parlant, j'ai transposé, enfin, j'ai eu comme une réminiscence d'une ancienne émission qui date de quelques années et qui parlait de transformation digitale. Et j'ai envie de dire que c'est les mêmes termes. Exact. On est en train de parler du train de l'IA, il ne faut pas le rater. Ouais. Mais est-ce qu'on a déjà réussi le virage de la transformation digitale pour réussir à attraper un train de l'IA déjà en marche? Oui, en fait, c'est intéressant l'analogie que vous faites avec la transformation digitale, parce que c'est une vague. C'est une vague qui est en train de naître, c'est une vague qui est en train d'émerger, et nous avons l'opportunité de prendre la vague à son début, c'est-à-dire d'accrocher cette vague et d'être parmi peut-être les premiers, le top 10, peut-être le top 20, et de rentrer dans cette bataille mondiale qui est la bataille de l'IA, comme on peut dire qu'on aurait pu rentrer dans la bataille de la transformation digitale ou la bataille d'un certain nombre de transformations.
Et dans cette bataille, il y a des parts de marché à gagner dans un secteur mondial de la compétence et des parts de marché dans la capacité à transformer ses propres business. Donc, je pense que le timing est extrêmement important et on en parle d'autant plus que, effectivement, la révolution IA est extrêmement profonde. Alors, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'IA, elle infuse déjà la société. Pourquoi? Parce que cette IA-là, cette forme d'IA, elle a une caractéristique absolument incroyable, c'est qu'elle a été présentée d'une manière très simple, qui est la forme du chatbot, donc le large langage modèle d'OpenAI, ChatGPT. Et le ChatGPT a très vite infusé non seulement l'écosystème des entreprises, des industries, des professionnels comme nous, mais également dans les foyers, nos parents, nos enfants. Et donc, du coup, on se retrouve tout de suite avec une IA dont on ne peut plus l'éviter parce qu'elle est autour des discussions. Tout le monde l'utilise, y compris les non-spécialistes. Exact. Donc, cette IA, elle est partout. Et par conséquent, il faut absolument qu'on l'embrasse de manière saine, de manière éthique, évidemment, et puis qu'on prenne la vague avec conscience que c'est le moment ou jamais, sinon on va rater un trend et on va être juste délaissé dans l'écosystème mondial. Alors, quel est le driver, Salah Ben? Je reviens à cette question de financement. J'ai envie de dire, qui devrait être la locomotive? Est-ce que c'est le privé qui doit mener cette transformation, parce qu'il s'agit d'une transformation aussi, ou là c'est le public qui doit prendre le lead? C'est une question ouverte à vous tous, messieurs, qui veut prendre le lead aussi pour répondre. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique dans le sens où il y a des use cases qu'on connaît depuis maintenant plusieurs, je dirais même dizaines d'années. Il y a des cas d'utilisation dans les secteurs qui sont connus. Zouhair tout à l'heure a parlé de la banque, du churn du client, de la fraude, de la connaissance du client 360, mais on peut aussi faire de l'IA dans les ressources humaines pour comprendre le collaborateur. Il y a des use cases connus et je dirais même où la R&D est minime. Et donc, on peut nous inspirer de ce qui a été fait ailleurs, déployer et passer rapidement à un mode où on va vérifier la rentabilité des projets. Et là, vous parlez du secteur privé. Je parle de tous les secteurs, c'est-à-dire que même dans l'administration publique, quand on a des problèmes d'organisation, de planification et de gestion de ressources ou de compréhension du citoyen, anticipation des besoins du citoyen, c'est un modèle classique, je dirais. Il ne s'agit pas des nouveaux modèles d'IA, mais ce sont des modèles connus, reconnus, validés par la recherche et par les applications sur le terrain. Et cela, je pense qu'il ne nécessite pas beaucoup d'investissement par rapport à d'autres. Et cela, moi je réutiliserai le terme de Essam, il faut les embrasser. C'est-à-dire que passons au mode production, déploiement et testons ce que ça donne et vérifions. Ça nous permet de ne pas rester assis en train de, on va dire, réchauffer le sujet, parler d'IA jusqu'en 2050, mais sans avoir des cas pratiques mis en place et avoir un retour d'expérience. Parce que non seulement aujourd'hui, on parle de pays qui ont fait le premier pas et qui ont testé, mais qui ont un pas de recul, une expérience et un recul, parce qu'aujourd'hui, ces mêmes pays reviennent en nous disant « Attention, il y a des risques, il y a du biais, il y a des problèmes ». Ça veut dire qu'ils sont passés à l'action, ils ont compris qu'il y a des problèmes et ils reviennent avec un retour d'expérience. Nous, on n'a pas encore fait les premiers pas, qu'on est en train déjà d'essayer d'apprendre de l'expérience de ceux qui nous ont précédés, mais des fois, j'ai envie de dire testons et apprenons par nous-mêmes. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, je reste quand même sur ma fin. Est-ce que c'est comme pour le e-gov? Je vais être encore plus claire et je vais faire une autre analogie avec la transformation digitale. Est-ce que comme pour le e-gov, on va dépendre de l'application de cette IA à travers l'État d'abord et puis le secteur privé suivra, ou peut-être que ça va être le secteur privé qui va driver le changement, ou qui est déjà en train peut-être de le driver? Je pense de toute façon le secteur privé, à partir du moment où il y a une technologie qui apporte de la valeur d'un point de vue économique, il est preneur. Donc il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de tentatives qui ont commencé déjà à se faire. Maintenant, si on veut réellement être une nation leader dans ce domaine, parmi les top 20 ou les top 10 mondiaux, en fait, il faut qu'il y ait une stratégie étatique. D'autres pays l'ont fait. Moi, j'ai collaboré notamment avec les équipes qui ont travaillé sur la stratégie en Arabie Saoudite, pour donner un exemple. Aujourd'hui, en fait, ils ont une agence spéciale qui gère le sujet de l'IA au niveau de l'Arabie Saoudite. Ils ont un certain nombre d'investissements autour de la donnée pour essayer d'uniformiser les modèles de données à l'échelle du pays,
Donc construire des référentiels de données communs pour permettre les échanges de données qui peuvent se faire. Et ces échanges de données peuvent être l'aliment qui va permettre d'une certaine manière de créer des systèmes qui sont performants et qui répondent aux besoins des citoyens. Parce qu'in fine, c'est ça l'objectif. Donc je pense... L'objectif, Ouais. l'objectif d'abord, c'est d'échanger les données. En fait, l'objectif, c'est si on veut demain avoir, parce qu'à la fin, l'objectif, c'est de servir le citoyen ou le client, d'une certaine manière. Si on veut avoir un apport réel aux citoyens, aux clients, qu'on se place dans le secteur public ou dans le secteur privé, il est important qu'on puisse, d'une certaine manière, construire des socles communs, qu'on puisse, comme j'ai dit, construire des datasets suffisamment adaptés au contexte marocain, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils, il y a des trucs qui sont en open source, il y a de l'innovation qui existe, mais un des problèmes fondamentaux, moi je me rappelle, j'avais rédigé une note autour d'une stratégie IA pour la Commission pour le modèle de développement, et un des sujets, c'était une plateforme qui est relative à la labellisation des données. Donc, on doit essayer de construire ce type de choses. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, Salah parlait d'Elija, par exemple. Ça n'a aucun sens que d'un côté des organismes étatiques et de l'autre des organismes privés, chacun de son côté va essayer de construire son dataset autour d'Elija. Et quand je dis autour d'Elija, ça va avoir énormément d'applications. On peut l'appliquer dans la détection de la cyberviolence, comme on peut l'appliquer dans la détection des besoins des consommateurs, comme on peut l'appliquer pour l'analyse des sentiments des consommateurs par rapport à une marque. Donc les cas d'application sont énormes. Ça n'a aucun sens que chaque acteur agisse de manière séparée. Et c'est là où une stratégie étatique est fondamentale. Donc moi, je pense que OK, on peut faire des initiatives ici et là, chacun de son côté, mais si on veut vraiment avoir du sens, il faut qu'il y ait une stratégie. Je vais juste donner des exemples. Les pays qui ont fait ce type de stratégie, ils ont mis en place des budgets de plusieurs milliards de dollars pour pouvoir... Ça coûte cher, hein, l'IA. En fait, ça coûte cher en termes de traitement, ça coûte cher en termes de capacité, donc de cloud, etc. Ça coûte cher aussi en termes de recherche et développement. Donc, si on veut vraiment demain avoir... Alors, juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un pays comme les Émirats, il a son propre LLM. Il a une boîte qui a développé un LLM qui a été classé parmi les meilleurs LLM dans le monde depuis quelques mois, qui s'appelle Falcon 40B. Si nous, on veut demain au Maroc avoir notre propre LLM, si on veut au-dessous de cet LLM avoir nos propres outils, on serait obligé. Et pour revenir au sujet de l'éthique, on ne peut pas parler d'éthique si on n'est pas les développeurs de ces outils. Et le problème s'est posé d'ailleurs pour la transformation digitale. Nous, on est juste, si on est juste consommateur, on est consommateur. Si on est juste consommateur, on ne peut pas imposer notre loi, comme c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup d'autres sujets. On ne peut pas imposer la loi à Facebook ou à Google parce qu'à la limite, ils considèrent le Maroc comme étant un pays non prioritaire. Si le Maroc souhaite bloquer les réseaux sociaux, qu'il le bloque. On va y arriver, Il y a beaucoup à dire là-dessus. Peut-être quelque chose à ajouter, Essam Alaoui, et aussi peut-être les atouts dont nous disposons pour justement bien opérer ce saut vers être peut-être aussi acteur de l'IA, mais chez le consommateur. Alors, être acteur de l'IA, adopter l'IA, ça veut dire quoi? Je pense qu'il faut essayer de prendre un peu de recul et prendre les 5 niveaux de maturité. Il y a utiliser l'IA, il y a comprendre l'IA, il y a maîtriser l'IA, il y a contextualiser l'IA et puis il y a construire l'IA. En fait, on utilise l'IA avant de la comprendre. Bien sûr, et tout le monde l'utilise aujourd'hui. Vous avez un téléphone, vous avez peut-être $20 par mois dépensés avec OpenAI, vous pouvez utiliser l'IA. L'IA est utilisée aujourd'hui dans les administrations, je pense de manière peut-être cachée, elle est utilisée dans les entreprises parce que c'est un facteur d'optimisation, c'est un facteur de productivité. Maintenant, est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui se passe avec l'IA? Est-ce qu'on est capable de maîtriser les mécanismes, maîtriser la réponse, maîtriser comment est-ce que l'IA va nous répondre et va pouvoir nous apporter de la valeur? Est-ce qu'on est capable de contextualiser l'IA pour qu'elle soit adaptée au Maroc, avec la langue marocaine, avec la darija, avec le contexte culturel et social du Maroc? Et est-ce qu'on est capable de construire? Alors effectivement, les Émirats arabes unis ont réussi à construire, qui est le plus haut niveau. Mais je ne pense pas que tous les pays du monde arriveront à construire une IA. Peut-être pas tous les pays du monde arriveront à maîtriser, à contextualiser leurs propres IA. Il ne faut pas oublier que l'IA, en tout cas l'IA générative, les LLM, sont des boîtes à outils qui sont assez génériques. Elles existent dans l'open source, elles sont disponibles gratuitement pour une grande partie d'entre elles. Et donc, le palier d'accès à cette intelligence artificielle, il est quand même assez faible. Donc, en fait,
utiliser et comprendre, ça reste accessible à tous. Et sur ce niveau-là, on est capable, nous au Maroc, de monter sur ces deux niveaux-là et de les utiliser de manière efficacement. Par contre, effectivement, la construire et la maîtriser, ce seront peut-être des acteurs bien spécifiques du monde de la recherche, très bien capitalisés avec les bonnes infrastructures, qui, eux, seront amenés à répondre à ce type de challenge. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de bataille. Ah oui. Parce que là, la bataille, elle est déjà bien entamée. Sûr. Et là, il y en a deux qui se positionnent sur cette bataille. Mhm. Ce sont les États-Unis d'Amérique et la Chine. Bien sûr, c'est une boîte noire. L'IA, c'est une boîte noire. Et c'est une boîte noire qui rentre dans nos foyers, dans nos téléphones, qui rentre au travail, qui est utilisée partout. Cette boîte noire, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dedans. C'est le constructeur, celui qui l'a construit, celui qui l'a paramétré, qui est capable de vous dire quels sont ses biais, à quoi elle répond, comment est-ce qu'elle répond, quelle est sa position sur un certain nombre de questions, par exemple religieuses, de questions historiques. Et donc, celui qui maîtrise la boîte noire, il la livre gratuitement ou pas, et il a un pouvoir absolument extraordinaire parce que, in fine, indirectement, il s'introduit dans les entreprises, il s'introduit dans les foyers, il s'introduit dans la société, chez les enfants. Et c'est une vraie bataille, je pense, au-delà d'une bataille économique, c'est une bataille géopolitique, idéologique qui est en train de s'amorcer, qui sera probablement multilangue. Et est-ce qu'on a notre place dans cette grande bataille? Je pense qu'on va observer, on va essayer d'agir, mais il ne faudra pas non plus être trop ambitieux et peut-être juste se concentrer sur l'exécution, sur la réalisation, l'utilisation, et peut-être un peu de compréhension de manière à tirer bénéfice économiquement de ce qui se passe. En parlant de tirer bénéfice, parce que depuis tout à l'heure on en parle, puisqu'on parle du Maroc, après on va attaquer le dur du sujet, à savoir l'éthique dans l'IA. Est-ce qu'on peut se comparer aujourd'hui à un pays de la région, peut-être même Afrique, parce que vous avez parlé des exemples de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, ou de Dubaï tout particulièrement. Est-ce qu'il y a un pays à valeur comparable avec le Maroc, Salah Beina, peut-être aussi pour une coopération ou une collaboration dans ce secteur de l'IA? Il y a plusieurs paramètres dans la comparaison. Si on s'intéresse aux investissements et aux grands groupes qui viennent s'installer. On sait très bien que Google s'est installé au Sénégal et qu'ailleurs en Afrique, il y a d'autres acteurs qui... Ils ont essayé de s'installer au Maroc? Probablement qu'ils auront essayé. Maintenant, nous ne sommes pas dans les discussions. Dans les discussions, mais en tout cas, il y a des exemples de pays qui nous ont dépassés en termes on va dire, d'approche de ces grands investisseurs et développeurs d'IA. Donc ça, c'est un premier point. Quelle est notre relation aux GAFA aujourd'hui quand ils viennent installer un centre de recherche d'IA, quand ils viennent installer un supercalculateur quelque part en Afrique, etc. Ça, c'est le premier point de comparaison. Le deuxième point de comparaison, je dirais, c'est l'utilisation. C'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'elle soit à nous ou pas. Aujourd'hui, quel est le niveau de maturité de nos entreprises? Moi, ce que je constate, c'est que malheureusement, il y a très peu de communication là-dessus. C'est-à-dire que même des grands groupes que je connais qui ont des projets internes, etc., ben finalement, en observateur externe de la situation, quand on fait une simple recherche sur Google sur que fait tel opérateur ou tel autre opérateur avec l'IA, ben il y a très peu d'informations qui fuitent. Est-ce que ceci est dû à une frilosité vis-à-vis de la réglementation et du coup, nous avons peur que d'autres personnes ou que des régulateurs viennent chercher ce qu'on est en train de faire avec cette IA? Ou est-ce que c'est un problème de compétition entre opérateurs et donc on préfère faire de l'IA mais sans dire qu'on le fait? Et donc cette situation d'utilisation est très limitée. Maintenant, ce que je peux vous assurer, c'est que, parlant des ressources humaines et de la formation, le Maroc est très bien placé par rapport au nombre de diplômés annuels que nous préparons sur ce sujet. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on a un grand afflux de compétences qui part vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord, etc., parce que peut-être que le marché n'arrive pas à les attirer avec des opportunités critiques et attrayantes pour qu'ils restent sur le territoire. Donc,
Il y a plusieurs paramètres de comparaison. Maintenant, est-ce qu'il y a un classement mondial qui va classer le Maroc dans la région? Je n'en ai pas idée et je ne suis pas certain que cela existe. Mais en tout cas, on existe dans une carte africaine, puisque Essam a parlé de bataille, on en a perdu quelques-unes. Quand Google vient s'installer au Sénégal, il ne va pas venir s'installer au Maroc alors qu'on est pays limitrophe, quasiment. Il va, pour son prochain investissement, il ira ailleurs en Afrique. Et donc, à force de perdre des petites batailles comme ça, par-ci, par-là, probablement qu'il y a quelques wagons du train. Pourquoi on les a perdus, selon vous? Pourquoi Google n'est pas au Maroc aujourd'hui? Quelles seraient les raisons derrière cela? Nous ne sommes pas dans les... Parce qu'on est dans une compétition, donc... je pense que, en tout cas, il y a eu des négociations depuis pas mal de temps entre l'État et un certain nombre d'acteurs du cloud. Aujourd'hui, il y a 3 grandes, on va dire, composantes, à mon sens, en tout cas, selon ce que j'ai cru comprendre. Il y a une composante qui est relative au coût de l'énergie, qui est fondamentale. Donc, plus le coût de l'énergie est faible, plus les data centers vont s'installer. Il y a une deuxième... on dispose quand même d'une bonne avancée sur les énergies renouvelables, notamment solaires. Après, le coût de l'énergie reste quand même important. Il faut le dire aussi, parce que même avec le solaire, le coût aujourd'hui du solaire au Maroc, pour des raisons X et Y, font que finalement, le coût du kilowattheure est important aujourd'hui, à cause notamment du choix de la technologie. Il y a la deuxième question, qui est une question, on va dire, un peu plus relative à est-ce qu'il y a suffisamment d'acteurs, est-ce qu'il y a un engagement étatique vis-à-vis de l'acteur pour qu'il garantisse un chiffre d'affaires important dans l'écosystème du pays. Et il y a un troisième facteur qui est un facteur législatif. Est-ce que le pays est prêt à, on va dire, à respecter un certain nombre de choses d'un point de vue de territorialité, par exemple, du data center, de territorialité de la loi par rapport à ce qui existe dans le data center. Donc, est-ce que la loi du pays permet ou permettrait éventuellement que ce type de système ou ce type de cloud puisse se développer. Alors maintenant, pour revenir à la question, parce que c'est une question à mon sens importante, moi je pense en toute sincérité, d'abord, on n'est pas très loin. Il faut aussi se dire que si je prends que le Generative AI, GPT, elle a 5 ans aujourd'hui. Donc le temps que ça a pris pour que ça devienne ce que c'est maintenant, et avec aujourd'hui le fait que beaucoup de choses existent dans l'open source qu'on peut reprendre, et donc on a l'avantage de ne pas démarrer de zéro, peut nous permettre d'être parmi les meilleurs pays au monde. Je pense qu'il faut qu'on se donne une ambition forte, qu'on se donne les moyens. On l'avait fait pour le foot et on a vu les résultats. C'est une stratégie. Une stratégie, c'est 5 à 10 ans. Il faut qu'on construise de manière structurelle avec de l'infrastructure. Et l'infrastructure, c'est d'abord l'infrastructure technologique. Le cloud, on est une composante importante parce qu'on ne peut pas faire tourner des modèles IA si on n'a pas des capacités de traitement importantes. Donc, l'infrastructure technologique, l'infrastructure financière, tout à l'heure, Salah, on a parlé, donc le fait d'avoir les fonds nécessaires, de mobiliser les fonds nécessaires, de la même façon qu'on l'a fait pour les énergies renouvelables, il faut qu'on ait des fonds importants et drivés par l'État pour pouvoir financer les projets dans ce domaine. L'infrastructure de talent, donc la formation, la massification de la formation, et l'infrastructure aussi culturelle et de mindset. Je pense que des pays comme les Émirats ou l'Arabie saoudite ont su donner des indicateurs importants à leur population. Quand l'Arabie saoudite a donné la nationalité, même si c'est, entre parenthèses, anecdotique, la nationalité saoudienne à un robot, quand les Émirats ont créé un ministère de l'intelligence artificielle, c'est des signaux qui sont forts, qui permettent de passer un cap et de permettre aux citoyens de se dire tiens, on peut se positionner en tant que pays leader dans ce domaine. Moi, je pense que ces indicateurs sont importants. Aujourd'hui, si je prends par exemple le cas d'usage, parmi les choses qui posent problème par rapport aux entreprises, dans la majorité des cas, c'est des freins et des blocages culturels. Les gens se posent la question, est-ce que ça va remplacer mon emploi? Par contre, quand on a une stratégie qui est claire, qui est structurelle et avec une vision sur une dizaine d'années, ça permet à tout le monde de se dire, voilà le chemin qu'on va prendre, et il faut que tout le monde s'aligne pour partir dans ce chemin. Et ça permet aux entreprises, aux individus, aux organisations, aux établissements publics, etc., d'avoir la même vision et le même alignement stratégique. En tout cas, en parlant de vision et d'alignement stratégique, et cela a été rappelé encore une fois
par la ministre. On n'en sait pas trop sur ce système de l'IA, on n'a pas encore les détails, c'est pour cela que je ne l'ai pas vraiment évoqué avec vous, messieurs. Mais on mène la réflexion, c'est le but, l'un des objectifs de cette émission, on mène la réflexion sur ce sujet. En tout cas, le Maroc se démarque parce qu'il a été, et comme l'a cité la ministre, l'un des premiers pays à répondre à l'appel de l'UNESCO pour une intelligence artificielle éthique. J'ai envie de faire un tour de table. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une intelligence artificielle éthique? Qu'est-ce que l'éthique dans l'intelligence artificielle? Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut remplacer un magistrat? Est-ce que... bref, il y a beaucoup de questions. Peut-être, Essama Alaoui, l'éthique dans l'intelligence artificielle, est-ce une utopie selon vous? Alors c'est une très bonne question, c'est une question aussi qui est extrêmement complexe. C'est une question qui se pose, je pense, depuis une vingtaine d'années, qui fait que du fait de la complexité exponentielle des systèmes experts, ce qu'on appelait systèmes experts, l'apprentissage statistique, le machine learning, qui aujourd'hui donne lieu à des black box, à des machines qu'on ne comprend pas, comme les generative AI, ChatGPT, etc. On s'est toujours posé la question de oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Nous sommes en train de construire des boîtes noires que nous comprenons de moins en moins, mais qui sont de plus en plus performantes sur un certain nombre de métriques. Donc, par exemple, si on veut diminuer le sinistre en assurance, ou bien si on veut diminuer la sinistralité dans le crédit, ce genre de choses. Et donc la question de l'éthique s'est posée, alors moi je me souviens, j'ai travaillé dessus en 2014, dans l'assurance, et on se posait la question de, nous sommes en train de scorer des clients, nous sommes en train de donner des avantages à un certain nombre de clients par rapport à l'assurance, sur la base de critères que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas et que nous ne pouvons pas expliquer aux clients. Donc ça, ce sont vraiment des sujets qui sont régulés, en tout cas en France, ils étaient régulés à l'époque. Et toute la difficulté, c'est que nous sommes en train de confier de la décision, nous sommes en train de confier de l'intelligence à quelque chose qui est de moins en moins compréhensible et de moins en moins explicable. Et même les plus grands experts, ceux qui construisent ces systèmes, à un moment, ils vous disent « bon, il y a trop de paramètres, il y a trop de liens, cette machine est trop complexe, je ne peux pas la maîtriser ». Donc le sujet de l'éthique, c'est aussi un sujet d'une machine trop puissante que nous n'avons pas réussi à maîtriser et nous n'avons pas réussi à dompter, de manière à faire attention à ce qu'elles ne prennent pas de mauvaises décisions, qu'elles ne prennent pas des décisions qui ne sont pas éthiques, des décisions qui ne sont pas transparentes, qui ne sont pas justes vis-à-vis de citoyens ou vis-à-vis de clients. C'est un sujet qui est extrêmement important. Donc effectivement, l'UNESCO, l'Union européenne, un certain nombre d'organismes commencent à légiférer autour de ça, donner des guidelines, des directives. On parle beaucoup d'ethics by design. Comment est-ce qu'en construisant le système, on injecte l'éthique le plus en amont possible dans la construction de ce système? C'est une question qui est aussi très complexe parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une machine très performante? Est-ce qu'on veut une machine qui répond correctement, qui optimise, une machine qui rend service? Ou on veut une machine qui est peut-être un peu moins performante, mais qui va être un peu plus juste ou un peu plus équitable, par exemple, si elle doit pondérer le score de crédit d'un certain nombre de clients. Donc ce sont des décisions qui doivent se faire à un niveau, je pense, législatif. Ne pas laisser les acteurs économiques faire leurs propres choix, prendre leur propre chemin, parce qu'effectivement là, ça devient la jungle et du coup, pour optimiser un certain nombre de métriques, les gens peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc c'est là où je pense qu'il y a une frontière qu'il faut tracer, il faut bien tracer, il faut bien l'expliquer. Et c'est dans ce cadre-là que le fait que nous adhérions à la charte de l'UNESCO pour l'éthique des algorithmes, je pense que c'est un pas favorable dans ce sens-là. C'est un pas qui est quand même assez positif. Mais en même temps, voilà, il faut qu'on puisse développer le domaine, il faut qu'on puisse laisser libre cours à la créativité des gens, la capacité à construire. Donc il y a un équilibre assez fin et assez difficile à trouver entre ce sujet d'éthique, ce sujet d'une IA qui nous respecte dans nos choix, notre transparence, notre liberté. Aujourd'hui, l'IA, elle est partout. Elle est dans votre décision de ce que vous regardez sur Internet, des publicités que vous regardez sur les réseaux sociaux. Donc, la ligne est très fine, la ligne de démarcation est extrêmement fine. Et c'est à nous de trouver vraiment le bon équilibre à un niveau sociétal pour qu'on puisse laisser libre cours à l'innovation tout en respectant, tout en faisant en sorte que ces acteurs-là de l'IA, que parfois nous ne maîtrisons pas, hein, les grands acteurs chinois, américains par exemple, puissent nous respecter, nous, dans notre individualité et dans notre cellule familiale. Bon, sans vouloir juger, je crois que c'est le cadet de leurs soucis, hein, de respecter. Cela dit,
le président américain, lundi dernier, 30 octobre, avait annoncé une série de mesures pour réglementer l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on peut réglementer cela ou c'est trop tard, Salah Beyna? Je pense que la réglementation, elle est importante et utile. Aïssa me parlait de l'éthique. Je pense que le terme aujourd'hui qui est en train de se construire, c'est l'IA responsable. La responsabilité est un terme qui est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus structurant que l'éthique seule, parce que la responsabilité peut se décliner sous plusieurs volets. Le volet technique, effectivement, je ne fais pas n'importe quoi. Oui, l'IA, ce sont des algorithmes, mais je fais des algorithmes selon une démarche d'ingénierie maîtrisée qui fait que ce sont des décisions fiables qu'on va prendre en compte. Donc ça, c'est la responsabilité, on va dire, de l'ingénierie de l'IA. Il y a la responsabilité vis-à-vis de la réglementation, ce qu'on appelle la loyauté. Cette IA doit être loyale à la réglementation, à toutes les réglementations. Donc quand vous dites ici que Biden a sorti un décret pour lutter contre les deepfakes, etc., ça c'est un décret, c'est un texte de loi. Comment, un an plus tard, je vais pouvoir revenir et dire cette IA respecte la loi et celle-là ne respecte pas la loi? C'est ça ce qu'est la responsabilité de l'IA, c'est-à-dire qu'il puisse exister des réglementations locales ou internationales, pas de problème. Mais est-ce qu'on a les outils d'audit et de contrôle des différents algorithmes pour être capable de soustraire les IA qui ne respectent pas la loi et d'identifier celles qui les respectent? Donc, je reviens à ma remarque. Oui, la réglementation est importante, parce qu'on ne peut pas naviguer dans un monde où il n'y a pas de règles, où chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est la loi de la jungle, et ce n'est pas un monde désirable. Mais on veut un monde avec des lois, et surtout des mécanismes qui nous permettent de challenger ces IA et d'être capables de démontrer. On peut le challenger. Est-ce qu'on peut aujourd'hui challenger la technologie? Est-ce que la technologie n'est pas arrivée à un niveau de maturité où il sera très difficile de la challenger quand même? Non, justement, c'est les termes de l'éthique et de la responsabilité. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire que si vous voulez une IA responsable, voilà ce qu'il faut respecter et voilà le cahier des charges. C'est un travail, c'est la recherche du bonheur dans l'IA. C'est qu'il y a de la R&D dedans, il y a des textes à écrire, il y a de la collaboration entre juristes, technologues et puis aussi quelle société nous voulons. Parce que il n'y a pas de... Ce n'est pas une boîte à outils qui est, on va dire, figée et qui ne bouge pas dans le temps. Mais justement, est-ce qu'elle ne bouge pas trop vite? Il va falloir aussi qu'on dise qu'on ne veut pas avancer dans ce sens, on arrête d'avancer dans ce sens et on change d'orientation. C'est le rôle des réglementations. Même si est-ce que le régulateur a son mot à dire devant les GAFA aujourd'hui, en toute honnêteté? N'importe quel régulateur, non. Que ce soit américain ou européen, oui. Encore moins. Hein. Non, n'importe quel régulateur, non. Mais les régulateurs, tout à l'heure, vous avez parlé de la relation du Maroc aux GAFAM et aux autres hébergeurs de cloud. C'est une histoire de masse. Pourquoi l'Union européenne a une voix qui se fait entendre? Parce que c'est une union qui représente 27 pays européens. Si on avait l'Union africaine qui, avec la même voix, dit voilà ce que nous pensons aujourd'hui. Avec le double de voix, hein, le double de nombre de voix. On a ce potentiel. On a 54 voix, on a ce pas potentiel. 27. L'union fait la force. Exact. Si on arrive à avoir plusieurs pays qui parlent le même langage, assurez-vous que les GAFAM vont écouter. De la même façon qu'aujourd'hui, les GAFA décident qu'avec l'Union européenne, c'est la RGPD et pas autrement. Parce qu'il y a une masse en face qui discute de la même voie et qui est capable d'imposer son orientation. Donc oui, l'IA éthique, elle est nécessaire. Il faut que les gens qui portent cette IA, alors aujourd'hui elle est portée par l'UNESCO, peut-être à travers d'autres organismes, mais plus on est nombreux à porter ce message de casser la boîte noire et qu'on veut une boîte auditable, fiable, responsable. Et là, on peut choisir, comme c'est un sujet encore en construction, on peut choisir les chemins sur lesquels on peut avancer. Alors, bon,
le chemin sur lequel avancer, est-ce qu'il y a des limites est-ce qu'on peut limiter le développement comme ça a été cela remonte à il y a quelques mois, cette lettre qui a été rédigée par 1000 personnalités, il s'agit d'intellectuels, de chercheurs, d'entrepreneurs, et qui se posent la question, est-ce qu'il ne faut pas arrêter le développement? Bon, depuis, on n'a pas entendu parler d'un quelconque arrêt ou pause dans le développement. Est-ce qu'on peut vraiment arrêter le développement de l'IA? Zouhair El-Khdissi. Alors, personnellement, je n'y crois absolument pas. Je pense que le développement va continuer. Le vrai sujet va être effectivement un sujet de régulation. Maintenant, il faut être aussi intelligent. On est en train de répéter les mêmes phénomènes depuis une dizaine d'années. L'Amérique et la Chine produisent, l'Europe régule et l'Afrique consomme. Donc, à un moment, il faut qu'on sorte de ce type de schéma qui, aujourd'hui, fait en sorte que finalement, ça appauvrit les pauvres et ça enrichit les riches. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai, effectivement, sujet. Le vrai sujet, c'est de dire comment on peut y avancer, comment on peut aller de l'avant, comment on peut construire. Moi, je pense que le sujet de la pause aujourd'hui ne se pose pas au Maroc parce qu'on n'a rien. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Il y a quelques tentatives, mais on ne produit pas de la technologie. On n'est pas parmi les gens qui conçoivent les grands systèmes. Et donc, si demain la question de l'éthique va se poser, elle va s'appliquer, encore une fois, aux GAFAM, mais peut-être à OpenAI, qui aujourd'hui est sous influence d'un des GAFAM. Donc au fond, et on a vu par exemple dernièrement Amazon, puis maintenant Google, qui investissent dans le concurrent le plus sérieux, par exemple, de OpenAI. Donc moi, je pense que l'arrêt, ça ne sera pas possible. Par contre, nous, on doit investir au maximum, bien sûr dans une IA responsable, en essayant de prendre en considération les éléments éthiques, en prenant aussi en considération les éléments de durabilité et de centralité de l'humain. Les systèmes IA sont bons, mais ils sont aussi bons que la donnée qui a été utilisée pour les entraîner. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir aussi un passage humain après le passage de l'IA? Bien sûr. Alors c'est ce que je dis, c'est que pour moi, je pense que l'IA doit toujours être un copilote et non pas un pilote. Et le pilote à bord doit être l'humain. C'est à l'humain, d'une certaine manière, que ce soit dans le domaine médical, dans d'autres domaines, dans le domaine juridique, par exemple. Oui, surtout. C'est à l'humain de valider derrière, quelque part, un système qui peut être justement drivé par de l'IA. L'IA a l'avantage d'être entraînée sur plus de données que n'importe quel, on va dire, expert. Elle a l'avantage de pouvoir plus rapidement calculer et de manière plus efficace. Elle a l'avantage à un certain niveau d'être peut-être plus efficace, mais elle a le défaut, comme j'ai dit, d'avoir été entraînée sur une donnée. Et si la donnée change, par exemple, je vais vous donner un exemple, un système de diagnostic médical aurait très bien marché dans les cas normaux, mais pendant Covid, peut-être, il aurait complètement été à côté de la plaque. Mais elle aide quand même à éviter les erreurs humaines. À mon sens, et les préjugés. Voilà. À mon sens, elle aide. Alors ça, c'est l'autre volet, l'autre revers de la médaille, c'est que s'il y a un vrai risque autour de l'intelligence artificielle, c'est la bêtise humaine, parce qu'au fond, c'est le fait de transférer nos insuffisances, nos manquements et notre parfois, on va dire, notre manque de rationalité qui peut faire aussi que les systèmes eux-mêmes vont avoir ces mêmes défauts. Donc, je pense que l'IA peut résoudre beaucoup de sujets, de la même façon que le digital aussi a apporté pas mal de valeur, en créant de la transparence, en créant de la désintermédiation, en faisant de la désintermédiation. Ça a permis de résoudre des problématiques de transparence, de corruption dans pas mal de pays. Donc l'IA, à mon sens, peut apporter cette valeur. Maintenant, encore une fois, moi je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est de dire qu'au Maroc, il faut se dire qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on investisse. Mais est-ce qu'on a une vision aujourd'hui ? On n'en a pas, il faut l'avoir. Mais je vais juste... Pourquoi j'insiste sur ça? On est à un moment crucial de l'histoire. Je peux prendre toujours l'exemple de l'imprimerie. Quand l'imprimerie a été inventée, il y a deux empires qui existaient à l'époque, et ces deux empires se sont effondrés parce qu'ils ont refusé d'adopter l'imprimerie. L'Empire ottoman et l'Empire chinois. On est au même moment de l'histoire. Sauf qu'à l'époque, l'imprimerie, pour que ça précipite la chute de ces deux empires, ça a pris peut-être 200, 300 ans. Cette fois, ça va prendre peut-être une trentaine d'années parce qu'on est à un moment plus accéléré de l'histoire. Donc, si on veut survivre, si on veut que notre modèle social survive, parce que, comme j'ai dit derrière, il y aura des pertes d'emplois, il y aura des gains d'emplois. Si on n'arrive pas à créer autant de richesses pour compenser la perte d'emplois, c'est tout le modèle social de beaucoup de pays qui va s'effondrer. Quelles sont les startups à suivre, justement? Peut-être un commentaire. Effectivement, juste une intervention sur la problématique de comment est-ce qu'on régule dans un marché mondial.
où la technologie circule, où la donnée circule, où les modèles circulent. L'IA, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez, on va dire, enfermer dans une boîte. Une fois que quelqu'un la publie sur Internet, elle se promène partout. Et il ne faut pas qu'on occulte une problématique très cruciale qui est la recherche de l'IA générale. Aujourd'hui, ce qu'on a, ce sont des IA qui sont spécialistes, plus ou moins générales, mais en fait, derrière un peu toutes les discussions et tout l'écosystème d'acteurs qui travaillent dessus, les gens sont en train de chercher le Saint Graal, qui est l'IA générale, AGI. Cette IA générale, elle a la promesse de pouvoir disrupter complètement l'être humain dans toutes ses fonctions. À partir du moment où vous avez une IA qui est capable de faire tout ce que vous faites, de réfléchir, de raisonner, de parler, de voir, de remplacer, d'interagir. voilà. De remplacer l'humain. Et disons qu'elle le remplacera dans ses activités quotidiennes. Elle ne le remplacera pas dans ses états émotifs, elle ne le remplacera peut-être pas dans l'art, et encore on peut en discuter. Elle ne va pas le remplacer, peut-être elle n'aura pas une bipédie, on n'aura pas des robots qui ressembleront à des êtres humains. Mais il y a une vraie guerre de recherche de cette AGI, de cette intelligence artificielle générale. Et le premier qui réussit à atteindre cette AGI, il disrupte complètement le marché du travail. Il disrupte complètement le sens du mot travail. Donc, réguler un acteur, c'est l'empêcher de faire concurrence, de chercher à atteindre ce Saint Graal. Et c'est pousser d'autres. Donc, voilà, on est dans une sorte de situation de dilemme du prisonnier où tout le monde a intérêt à agir de la manière la plus agressive technologiquement et scientifiquement possible pour se placer sur cette guerre. Si les Chinois gagnent cette guerre, ben derrière, moi, je serai le premier à adopter le modèle chinois pour mon entreprise, pour mes activités. Si c'est les États-Unis qui gagnent, on pourra avoir des modèles AGI qui, en tout cas, on aura des robots, probablement quelque chose qui ressemblera à ça, qui se baladeront dans les rues de Rabat, de Casablanca, je pense quelques dizaines d'années plus tard. Donc, c'est la grande révolution, c'est ce qui lorgne un peu à moyen terme. Bon, les gens disent dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, mais ça va arriver. Et donc, du coup, réguler dans un contexte aussi tendu, avec autant de problèmes géopolitiques, je pense que ça va être difficile et ça serait limiter un certain nombre d'acteurs d'obtenir une certaine suprématie technologique. Donc ça, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à cette Un dernier mot, messieurs, dernier tour de table, en quelques mots, vraiment. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Quelle vision nationale de l'IA? Salah Bena. Il faut de la transparence, de l'explicabilité et de l'audit. Parce que si on adopte des IA qui ne sont pas à nous, parce que là, le débat s'oriente vers quand ce sont nos modèles, quand on les a faits nous-mêmes et qu'on a une certaine maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur, on peut toujours revenir vers les développeurs et poser des questions et raffiner la réflexion. Mais quand on ne fait qu'adopter des IA qui viennent d'ailleurs, se trouver dans une situation où nous ne savons pas expliquer. Des fois, il y a des biais qu'il va falloir argumenter et justifier. Quand nous ne savons pas auditer cette IA, ben à ce moment-là, même si on pose des lois, on sera incapable de mettre l'IA face aux lois. Et moi, pour rassurer, un monde où tout est IAisé, pour revenir à une histoire d'énergie, nous n'en avons pas les moyens. C'est-à-dire qu'on peut transformer, transcender quelques métiers précis, etc. Mais l'humain, dans sa production, dans sa consommation quotidienne et dans sa vie, mais coûte beaucoup moins cher que des modèles à 175 milliards de paramètres qui, pour tourner, consomment beaucoup d'énergie et produisent beaucoup de CO2. Donc, si on veut en plus une IA responsable et durable, là, on va repousser les 10 ans de Essam vers beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas du tout. On ne le souhaite pas. Vision nationale, vision du Made in Maroc. Moi, je pense qu'il y a quatre composants, tout à l'heure j'en ai parlé, 4 infrastructures possibles, mais il y a aussi 4 composants à prendre en compte. Les startups, d'abord. Moi, je pense que c'est important d'investir sur les startups. Je prends beaucoup l'exemple d'une startup tunisienne qui a dernièrement été rachetée par le leader des vaccins au niveau mondial, qui est derrière le vaccin Pfizer, qui s'appelle BioNTech, pour une valorisation de 700 millions de dollars. Cette startup, elle a été valorisée à 1,5% le PIB tunisien. Donc, on a besoin de startups qui deviennent leaders dans ce domaine. On a besoin de créer aussi avec un écosystème autour de la donnée, c'est important. On a besoin de créer de la collaboration entre les laboratoires de recherche, bien sûr dans les universités,
les startups, mais aussi les grands groupes. Il y a des startups à suivre en ce moment Aujourd'hui, il y qui a sont pas mal. spécialisées dans l'IA, startups Il y a- marocaines? Il y a Dipeco qui sont dans le domaine médical, il y a Oui. Deepleaf qui sont dans le domaine de l'agriculture, il y a Scan2Solve qui est dans le domaine de l'éducation et de la résolution des problèmes mathématiques. On a aujourd'hui une start-up qui est dans le domaine des présentations, donc qui permet de créer des présentations avec l'IA qui s'appelle slides.com. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans le domaine de l'assurance ou du médical comme Claim.ai. Donc on a quelques startups intéressantes qui peuvent aussi se développer à l'international, mais il n'y en a pas suffisamment et il n'y en a pas dans tous les domaines. Et je pense que c'est important de pousser dans ce sens. Je termine pour dire aussi qu'il faut de la régulation, mais il faut aussi de la régulation pragmatique. Il ne faut pas qu'on soit dans une régulation qui freine l'innovation, il faut qu'on soit dans une régulation qui soit capable de bien faire développer l'innovation en interne et contrecarrer les problématiques d'innovation qui viennent de l'extérieur. Je termine juste en disant que le passage de l'idée au produit et à l'innovation n'a jamais été aussi court dans l'histoire de l'humanité. Donc on est à un moment de l'histoire où n'importe qui, à n'importe quel coin du Maroc, peut devenir une sorte d'artisan en utilisant les bons outils, en travaillant sur les bonnes démarches, et il peut demain créer un produit qui peut être commercialisé partout dans le monde. Et c'est ça la chance qu'il faut qu'on essaie de créer en essayant justement de libérer cette énergie de créatrice et cette innovation. Ambitieux. Un dernier mot, Issam Alaoui. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de la communication et de la recherche de prestige. L'IA, pour moi, c'est une boîte à outils. Je parlais des 5 niveaux tout à l'heure. Utiliser l'IA, comprendre l'IA, maîtriser l'IA, contextualiser l'IA, construire l'IA. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on se positionne sur l'échiquier mondial, sur l'échiquier national, pour se dire quelle est notre capacité de faire, quels sont les moyens que nous allons avancer et comment est-ce qu'on met en place l'écosystème de talents autour. 2 éléments importants, et je clôturerai par ça, ce serait juste que nous devons chercher des alliances technologiques, des alliances régionales. Ce que je disais tout à l'heure, la coopération au niveau régional, au lieu de faire du benchmark, mais vraiment faire du benchmark pour pouvoir peut-être avoir un profil complémentaire de celui du Maroc. Bien sûr, et chercher des écosystèmes. On ne pourra pas faire de l'IA tout seul, ce ne sera que dans le cadre d'écosystèmes technologiques et régionaux qu'on pourra construire quelque chose de pérenne, de fort, à moindre coût. Et in fine, il faudra qu'on se donne une ambition et qu'on la réalise. Et il faudra aussi résoudre le sujet du cloud, le cloud souverain. C'est un problème qui est On va y consacrer une émission parce que le débat... C'est marrant parce qu'il y a quelques années, on discutait de cette question de souveraineté du cloud. Ouais. Elle est toujours d'actualité. Merci beaucoup à Issam Alaoui, Zohair El-Khdissi, merci infiniment à Salah Beina aussi. C'est moi. Parce qu'on est là aussi pour sensibiliser, éduquer et former à l'IA. C'est à notre échelle, au moins, les médias, c'est notre rôle aussi de rapprocher davantage les téléspectateurs, donc l'opinion publique, de ce monstre. Pas du tout péjoratif, qu'est l'intelligence artificielle. Merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée.